Bonjour Karine Gingembre. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici dans votre établissement parce que vous êtes enseignante et aussi directrice de cet établissement, l'école Saint-Vincent-Père-Brottier à Blois. Oui. Alors ça fait un certain nombre d'années que vous êtes enseignante. Ici, nous sommes dans une école privée catholique, dans ce qu'on appelle une ZUP, c'est une zone urbaine de priorité. Mais vous avez aussi auparavant une expérience dans l'enseignement public à Paris. Oui. Donc vous avez une expérience assez importante de mixité sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance que ça a dans votre chemin? Alors oui, moi j'ai toujours enseigné ou été directrice, et comme ici, dans des quartiers un peu périphériques, donc dans le 19e et le 20e arrondissement de Paris, dans le public. Et puis ici, à Blois, dans aussi un quartier périphérique de la ville, dans l'enseignement catholique. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, mais d'ailleurs pas que pour vous, parce que c'est un souci pour l'éducation nationale en général, mais pourquoi est-ce que c'est si important selon vous? Je pense que tout le monde y gagne en fait quand on est mélangé, parce que on nivelle pas par le bas et puis on s'apporte les uns aux autres en fait. La différence fait que ça donne envie d'avancer. Par exemple, quand j'étais à Paris, que je faisais des leçons de géographie, on commençait souvent l'année par demander aux enfants dans quel pays du monde avez-vous de la famille. Et donc là, déjà, on faisait le tour du monde. On faisait vraiment le tour du monde. Et puis ici, c'est presque pareil. C'est moins diversifié, je pense, en province qu'à Paris. À Paris, c'était vraiment très, très diversifié. Ici, on a plus des communautés marocaines, communautés turques. Voilà, et puis c'est très important aussi qu'il y ait des petits Français de souche qui soient là. Voilà, parce que le but étant quand même de construire un sentiment d'appartenance au pays dans lequel on vit. Alors dans ce quartier avec une grande mixité sociale, est-ce que vous avez choisi une pédagogie particulière pour votre établissement? Oui, alors on essaye tout le travail qu'on essaye de faire sur la conception de la personne, on essaye de l'appliquer évidemment en pédagogie. Donc, dans la classe de maternelle, on utilise la pédagogie Montessori, les principes de Maria Montessori. Vous pourriez nous les redire dans 2 mots parce que tout le monde ne connaît pas forcément précisément Alors, les principes. donc les enfants, en fait, beaucoup d'activités sont à la disposition des enfants dans la classe. On a choisi aussi de mélanger tous les âges de la maternelle afin que chacun puisse avancer vraiment à son rythme. Et donc l'enfant choisit, alors il est guidé quand même, mais il choisit des activités en fonction de ses périodes sensibles. D'accord. Voilà. Donc on va essayer de s'adapter. Alors on fait les programmes de l'éducation nationale puisqu'on est sous contrat, mais on essaye de s'adapter au rythme de chacun. Et puis, on favorise aussi beaucoup les interactions entre les enfants. D'accord. Et en quoi vous trouvez que c'est particulièrement adapté à votre public ici? Alors, Maria Montessori a fait ses premières expériences dans des quartiers de Rome qui étaient semblables aux nôtres, qui étaient des quartiers périphériques. Et elle en a fait aussi dans des quartiers plus riches ensuite. Et elle a remarqué que ça marchait mieux dans les quartiers périphériques. Parce que les enfants ont une plus grande soif, finalement. Et c'est vrai que en tout cas, moi je trouve qu'avec un public mixte, il y a une lumière, il y a quelque chose chez ces enfants qu'on trouve peut-être pas ailleurs, je sais pas, ou moins, je sais pas. Et alors, est-ce que vous avez d'autres expériences un peu originales en termes de pédagogie pour, par exemple, responsabiliser les enfants? Alors, donc, on essaye ici de travailler les liens en fait, entre les enfants d'âges différents. Donc on a un projet sur l'établissement qui est un projet de sizaine, un peu comme chez les scouts. Alors c'est un projet plutôt éducatif que pédagogique. Oui, tout à fait. Parce que voilà, les journées en sizaine, c'est des journées un peu exceptionnelles où on fait des choses qui ne sont pas forcément directement des apprentissages scolaires, même s'ils sont aussi en jeu, mais voilà. Néanmoins, on a décidé avec l'équipe enseignante cette année de se lancer dans une classe de CP-CM2.
c'est-à-dire de mélanger des enfants d'âge vraiment, enfin avec une grande différence d'âge. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que c'est un petit peu curieux, une classe de CP, CM2. Voilà, donc en cohérence avec ce projet des sixièmes, où les enfants sont par groupe de 6 avec un aîné et puis des enfants de plus en plus petits. Donc là, le but, c'est de responsabiliser les grands. Parce que les grands enfants de CM1, CM2 commencent en général à avoir un comportement un peu adolescent, où ils veulent se confronter, où ils sont un peu dans la rébellion. Et vraiment, ça marche. On a commencé ça depuis le début de l'année, là, mais c'est le comportement des enfants de CM2 là, a changé du tout au tout, parce qu'ils sont obligés ils sont tuteurs d'un petit, ils sont obligés, ils sont pas obligés, mais ils se sentent responsables, ils sentent qu'il y a un enjeu. Ça les valorise aussi et ça leur donne confiance de voir qu'on leur donne des responsabilités. Enfin, voilà. Qu'on leur fait confiance, en fait. Leur fait confiance. Ça leur donne confiance. Ça leur donne confiance. Et puis les petits, enfin, vous avez déjà vu un enfant de CP qui arrive à l'école le jour de la rentrée, il vient en courant. Un enfant de CM2, il vient en reculant. Donc les petits apportent cette énergie, cette envie d'apprendre aux plus grands. Voilà. Et oui, et certainement ça aide à désamorcer des occasions de conflit, voire de violence, parce que j'ai vu que dans le collège, pour prévenir le harcèlement scolaire, on est en train d'apprendre à responsabiliser des élèves, et c'est sans doute une des meilleures méthodes en fait. Exactement, oui. Ben oui, les enfants sont dans leur école primaire depuis 5 ans quand ils arrivent au CM2. Il est temps qu'on leur donne un peu de liberté et un peu de responsabilité parce qu'ils en sont vraiment capables. Ils ne nous ont jamais déçus sur ce plan-là, vraiment. Et vous voyez quelque chose qui commence à changer dans l'éducation nationale et à peut-être se laisser influencer par des méthodes peut-être moins rigides et à appliquer à tous les enfants, mais qui se laissent influencer, oui, ça par d'autres courants. Alors les transformations sont assez lentes, mais néanmoins, oui, je pense qu'on arrive vers ces pédagogies, notamment inspirées de Maria Montessori, aussi des découvertes plus récentes des neurosciences qui viennent corroborer un peu tout ça. Oui, il y a du chemin qui est en train d'être fait. Oui. Il faudrait encore qu'il y ait plus de latitude laissée aux gens qui sont sur le terrain. Il faut faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, en fait. Oui. C'est encore beaucoup trop centralisé. Oui, c'est encore beaucoup trop centralisé. Les informations viennent encore... les directives du ministère, les nouveaux programmes tous les 5 ans, ça fatigue énormément les équipes parce qu'à chaque fois, il faut se replonger dans quelque chose de nouveau. Souvent, c'est assez complexe et on a à peine eu le temps de s'y plonger qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui arrive. Et qui n'est pas forcément adapté à ce que l'école vit au quotidien. C'est dommage parce que c'est une dépense d'énergie qu'on fait parce qu'on veut être en accord avec notre employeur qui est le ministère. Et en même temps, c'est dommage je trouve qu'on pourrait nous faire plus confiance. Et donc cette école qui est dans un quartier sensible, comment ça se fait entre guillemets qu'il y ait une école catholique? Parce que souvent les écoles catholiques sont dans des quartiers justement plus anciens, donc généralement peut-être un peu plus bourgeois. À quoi correspond ce projet justement? Alors, donc ici l'école a été construite en 99, donc il y a une quinzaine d'années, et c'était une volonté de l'évêque de l'époque qu'il y ait la présence de l'enseignement catholique dans les quartiers nord de Blois. Alors justement, est-ce que vous avez, puisque vous êtes une école catholique, et est-ce que vous avez un temps de catéchèse? Comment est-ce que vous proposez ce temps d'initiation soit donc de catéchèse, soit d'initiation à la culture chrétienne avec un public aussi diversifié et en grande partie musulman? Alors, donc on a un projet pastoral qui est écrit, que les parents signent. Tous les enfants de l'école reçoivent des cours de culture chrétienne, donc de manière intellectuelle, des connaissances sur la culture chrétienne. Et puis, on sort les enfants chrétiens ou qui n'ont pas une autre religion, on les sort de la classe pour leur faire à proprement parler une transmission de la foi chrétienne. Et ça ne pose pas de problème auprès des parents? Généralement, ça se passe bien. Vous n'avez pas eu de conflit?
Non, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. D'accord, c'est fait partie de l'engagement, de l'inscription, ils le savent, Voilà, oui. donc ils ne sont pas pris... Pour résoudre les conflits ou les conflits larvés ou les tensions dans une classe, parce que même s'il n'y a pas forcément de violence, des tensions, il y en a toujours, vous avez dit que dans le Loir-et-Cher, ici, les 3/4 des professeurs sont formés à la communication non violente, et c'est vous-même aussi qui vous êtes formé à cette communication non violente quand vous étiez à Paris. Pouvez-vous nous donner des exemples de l'application de cette communication non violente dans la gestion d'une classe au primaire? Alors oui, moi je l'ai expérimenté avec des élèves, des élèves plutôt de l'élémentaire, du CE ou du CM. Voilà, dans des temps notés à l'emploi du temps quotidien, un temps d'oral, un temps d'expression orale. Et c'était obligatoire? Alors c'était obligatoire, c'est-à-dire que ça se faisait dans la classe en présence de tout le monde. Si un enfant avait envie de se reposer, de s'allonger sur sa table pendant ce temps-là, c'était pas un souci. Voilà. On n'obligeait personne à s'exprimer, néanmoins tout le monde était présent. Et donc en donnant quelques clés aux enfants quand même au préalable de communication non violente, c'est-à-dire apprendre à reconnaître ses émotions, ses besoins et à exprimer les faits qui peuvent être à l'origine de certaines émotions, de certains besoins. Et alors quels ont été les résultats? Est-ce que ça a vraiment donné quelque chose d'assez flagrant, d'assez visible dans l'ambiance de la classe? Oui, tout à fait. Alors évidemment, d'abord les enfants attendaient ce temps avec beaucoup d'impatience parce qu'ils savaient en fait quand il y avait un problème qui se posait à eux, ils savaient qu'ils allaient avoir un lieu pour l'exprimer. Donc voilà, s'il y avait des jours où on ne pouvait pas faire ce temps, ils le réclamaient. Et puis pour l'enseignant aussi, c'est précieux parce que finalement, on crée une relation, une qualité de relation, une qualité d'ambiance qui est propice au bien-être de l'enseignant, au bien-être de tout le monde, et puis qui est propice au travail. Puisque voilà, les années où j'ai fait ça de manière systématique dans ma classe, c'est les années où j'avais terminé le programme au 15 juin, c'était terminé. Selon vous, où s'enracine cette violence? D'où vient-elle? Puisque vous donnez des cours, vous enseignez à des enfants qui bientôt iront au collège puis au lycée. Donc selon vous, elle vient d'où cette violence? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une difficulté de trouver ses repères, en fait, dans une société. Voilà, ce qui est flagrant, on a lu ce genre de choses dans différentes enquêtes, mais nous, ici, on a fait l'enquête aussi. Et en fait, il y a très peu d'enfants, la plupart des enfants, quand ils sont issus de l'immigration, ne se sentent pas français. C'est-à-dire que si on leur demande quelle est leur identité, quelle est leur nationalité, ils donnent leur nationalité, la nationalité de leur pays d'origine. Et alors qu'ils sont tous français, parce qu'ils sont tous nés en France. Oui, parce que vous disiez qu'ils étaient de 2e ou 3e génération. Voilà, exactement. Et donc il y a un problème, moi je pense, c'est mon ressenti, il y a un problème d'acceptation et puis de prise de repère dans cette culture dans laquelle ils vivent, voilà, pour pouvoir y adhérer pleinement et y vivre vraiment. Et est-ce que vous pensez que l'école aujourd'hui en France propose ce qu'il faut à ces petits élèves, déjà dès la maternelle, dès le primaire, pour s'intégrer, se sentir français? Vous pensez que, comme certains disent, il y a une défaillance à ce niveau-là? Alors, nous, on essaye de travailler là-dessus et on a essayé d'apporter un certain nombre de solutions qui restent évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais nous avons fait le choix ici depuis, pour la 2e année maintenant, d'instaurer l'uniforme scolaire, voilà, pour cultiver ce sentiment d'appartenance, parce qu'on pense que si l'enfant construit un sentiment d'appartenance à un établissement scolaire, eh bien, il aura plus de facilité aussi à construire son sentiment d'appartenance au pays dans lequel il grandit. Voilà, donc on a ça. On a aussi, pour la 2e année, on participe au nom de l'établissement avec les élèves aux cérémonies du 11 novembre, par exemple. Enfin, voilà, on essaye de mettre en place des choses qui peuvent aller dans ce sens-là.
Et alors, est-ce qu'en plus de la communication non violente, vous avez des expériences justement de discussions un petit peu sérieuses avec vos élèves, de discussions entre guillemets plus philosophiques, ou qui permettent à la parole de se libérer? Oui, alors quand j'étais à Paris, nous avions mis en place dans l'école où je travaillais des ateliers de philo pour les enfants sur le temps du déjeuner. Donc c'était des ateliers qui n'étaient pas obligatoires, pour lesquels les enfants s'inscrivaient en fait en fonction du sujet qui était donné. Et alors qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, soit d'atelier qui a bien fonctionné, qui correspondait à des questions qui se posaient profondément? Alors, souvent c'était très riche, enfin, voilà, c'était toujours des expériences très riches. De toute façon, quand on donne la parole aux enfants, en général, on n'est pas déçu, hein, parce qu'ils voilà, ils ont des choses à dire et puis c'est comme ça qu'on les aide à grandir aussi. Et alors l'expérience la plus marquante, c'était l'expérience sur... donc, l'atelier s'appelait Dieu et les religions. Et là, c'est pour cet atelier-là que nous avions eu le plus d'inscrits. C'est-à-dire qu'on avait une trentaine d'enfants, ce qui correspondait à la moitié du public visé, voilà, qui choisissaient, à la place de faire du foot en récréation, de venir en atelier discuter de philosophie, si on peut dire. Et est-ce que vous croyez justement, parce que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, est-ce que le fait que l'école française laïque ait tendance à vouloir absolument évacuer la question de Dieu, du dialogue dès l'école, est-ce que ça, c'est pas générateur de violence? Oui, finalement? je pense, oui. Oui, je pense, parce que ça crée comme un mur infranchissable entre la culture de la maison et puis la culture de l'école. On a l'impression que ces deux mondes qui fondamentalement, parce que c'est quand même des questions qui sont fondamentales pour la construction de l'être humain, ne peuvent pas se rencontrer. Et ça, je pense que c'est certainement à la source de violence. Oui. Et alors justement, est-ce que c'est pas une émission vraiment très importante de l'école catholique et qui a la mission d'être partout et d'être aussi dans les périphéries et puis d'avoir toute la liberté, la latitude d'aborder la question de Dieu? Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important. Alors c'est une question très délicate. C'est pas facile de le faire. Et en même temps, le projet de l'enseignement catholique, c'est pas seulement la transmission de la foi ou même la transmission d'une culture chrétienne, c'est aussi la conception chrétienne de la personne humaine. Oui. Et donc là, on travaille en profondeur sur voilà, comment on considère l'enfant qui nous est confié et comment on va le faire grandir avec ce que nous, on sait de la personne. Oui. Et oui, donc en fait, la communication non violente, ça procède de cette prise en compte de la personne. Donc oui. On lui apprend à nommer ses émotions petits. Et si en plus on lui permet de se poser des questions sur Dieu, sur la religion, on permet aussi à toute la personne d'entrer dans le projet de l'école. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Merci beaucoup, Karine Gingembre. Merci à vous.